Oui, oui. Donc, ouais. Bienvenue à tous. Faut que je voie, oui. Donc, l'objectif de l'atelier, vous l'aurez compris, c'est de comprendre l'importance donc, de la e-réputation et de vous transmettre des clés pour maintenir une image positive en ligne. Grâce à une communication cohérente et aussi grâce à la gestion efficace des commentaires, donc qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc juste voilà pour rappel, donc voilà Zoé qui travaille avec moi donc à Hautefort. Je vous ai déjà fait la présentation, donc on va passer dessus. Donc nous juste au sein de l'agence, on a 4 offres. Donc l'audit, ça va permettre de passer rapidement sur vos réseaux avec des pistes de recommandation, savoir où vous en êtes, ce qui est chouette et ce qui est amélioré. La strat, en fait, c'est tout en amont, même de commencer à communiquer les réseaux sociaux. Ça va être d'étudier, en fait, quels sont vos objectifs via les réseaux sociaux, vos personas, vos clients cibles et comment adapter le discours. Le coaching, donc, c'est l'accompagnement qu'on va faire pendant 6 semaines de manière individuelle avec des exercices et des allers-retours. Et donc, le community management, où là, on prend en charge les réseaux sociaux des clients de A à Z ou de A à G. Ça dépend un petit peu la maîtrise. Alors, qu'est-ce que la e-réputation ? Donc, la e-réputation, en fait, ça va être l'image digitale de votre entreprise. Concrètement, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que 87% des consommateurs vont consulter un avis sur votre entreprise avant même de choisir vos produits ou vos services. Donc, d'où l'importance d'avoir une image en ligne et surtout d'essayer de la maîtriser. Ils vont aller consulter les avis Google, les avis sur vos pages Facebook, sur vos réseaux, etc. Quelques exemples, en fait, pour illustrer, en fait, une bonne image d'une mauvaise image. Donc, je ne sais pas si vous aviez entendu parler du cas d'H&M, si ça vous parle. En fait, H&M avait fait une erreur de communication visuelle qui lui a coûté énormément. Une publicité montrait un enfant de type africain qui portait un sweat avec la mention « Coolest monkey in the jungle », suscitant donc des accusations de racisme. En conséquence, il y a eu un boycott mondial, une très mauvaise publicité, une vague de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, et donc ils ont dû faire des excuses publiques. La leçon à retenir, c'est que ça a été un manque de vigilance de la part, effectivement, de la marque. Et donc savoir aussi que ça peut avoir, tout acte digital peut avoir un impact. Donc bien mesurer ce qu'on va dire avant de publier sur les réseaux sociaux ou autre. Par contre, on a le cas de Burger King. Moi, je suis la fan numéro 1 du community manager de Burger King. Ils sont juste énormes. Et du coup, eux, ce qu'ils font, ils détournent les mauvais commentaires en réponse. Donc, ils font des réponses aux trolls. Donc là, en l'occurrence, il y en a eu plusieurs exemples comme ça. Et donc là, le commentaire disait 2 heures pour livrer ma commande, même ma grand-mère cuisine plus vite. Et donc la réponse a été, Héloïse, on recrute aussi des seniors, quelles sont les coordonnées de votre grand-mère ? Donc ça, c'est hyper chouette de répondre via l'humour et de détourner justement les haters. Alors, pourquoi une e-réputation forte est essentielle ? Parce qu'il y a 3 raisons principales. Donc la décision d'achat. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la majorité des consommateurs vont vérifier les avis en ligne et vos réseaux, votre image avant même d'acheter. Donc 87%, je rappelle le chiffre, c'est quand même assez énorme. La confiance et la crédibilité. En fait, plus vous allez vous montrer sur les réseaux sociaux, montrer ce que vous faites et aussi montrer les coulisses, humaniser un maximum les réseaux, ça va permettre d'acquérir une image de confiance. Et voilà. Alors qu'un avis négatif, ou même si vous ne montrez pas ce que vous faites, ben là, forcément, l'impact est plus grand. Un mauvais avis, c'est vu par 7 personnes, quand un bon avis en est vu par 3, quoi. La visibilité, une e-réputation positive va améliorer votre référencement sur Google. Les gens, quand ils aiment, même s'ils le disent à 3 personnes, ils vont le dire. Et effectivement, ça va attirer du monde chez vous. J'ai une petite question à vous poser. La dernière fois donc, que vous avez cherché un avis en ligne, quel est l'impact que ça a eu sur votre décision ? Est-ce que vous avez des exemples à nous partager ? Effectivement, un hôtel, allez voir les avis sur l'hôtel avant même une réservation. C'est vrai que dans le domaine du tourisme, c'est devenu complètement un cas à part. J'ai lu une étude récente qui a été menée justement où tout le modèle économique de réservation a changé, à savoir qu'aujourd'hui, vous décidez, je ne sais pas, moi par exemple, d'aller à Biarritz, c'est une bêtise. Aujourd'hui, il faut savoir que les consommateurs, avant même d'aller regarder les réservations, vont aussi aller regarder via des hashtags, par exemple sur Instagram, Biarritz ou la localisation,
tout ce qu'il en ressort pour eux-mêmes savoir quels sont les lieux qu'ils vont aller visiter, qu'est-ce qu'ils vont aller réserver, et ensuite, ils vont passer à l'acte d'achat. Donc, c'est devenu hyper important. Donc, avoir une communication globale et cohérente, c'est un petit peu la base, hein, mais voilà. Donc, la cohérence, c'est le ton employé et l'image. Par exemple, il faut définir si vous allez utiliser le vouvoiement ou le tutoiement sur vos réseaux sociaux et garder cette ligne de conduite. Est-ce que vous allez plutôt utiliser un ton humoristique, un ton informatif? Voilà, tout ça, à la base, il faut être cohérent dans le ton employé. Votre communication, elle doit véhiculer donc la même image sur vos réseaux, mais aussi sur votre site internet et même dans la réponse à vos avis. Donc, les 3 clés de la cohérence, donc le ton et les styles. Donc, voilà, fixer un ton de communication clair, comme je vous l'ai expliqué, professionnel, amical ou humoristique. Des messages réguliers, publiés régulièrement pour rester visible et crédible. En moyenne, sur Facebook et Instagram, moi, je vous conseillerais de faire à minima 2 publications par mois. Et sur LinkedIn, par exemple, une publication par semaine, 2 publications par semaine et une publication par semaine sur LinkedIn. À savoir, par exemple, si vous voulez vous lancer sur TikTok aujourd'hui, qui est un réseau qui cible vachement les jeunes, sur TikTok, il faut avoir un rythme de publication beaucoup plus soutenu. C'est à minima une vidéo par jour pour pouvoir être viral. Donc, des messages réguliers, je viens de le dire, des visuels homogènes, identité visuelle constante, le logo que vous allez définir, les couleurs que vous allez définir, la charte, ne pas sortir et que vos réseaux sociaux ressemblent, je ne sais pas, enfin quoi que si vous êtes un clown, si peut-être, mais enfin voilà, d'avoir des couleurs cohérentes, en fait, ça va permettre aux internautes et à vos followers de vite identifier qui parle, qui vous êtes, et se dire, ah bah tiens, c'est la dernière publication de French Lily, par exemple. Je sais que vous, il y a vraiment une cohérence et une marque forte. Je vous ai déjà vu sur les réseaux sociaux, ou même Fred, on capte direct qui c'est. Et l'idée, c'est vraiment ça. Donc, je reprends donc du coup avec une communication qui a montré en fait une incohérence. Vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un petit peu l'actualité qu'il y a quelques années, en fait, il y a eu des conflits aux États-Unis, donc avec la police, enfin voilà, Black Matter, tout ça. Et Pepsi a diffusé une publicité qui mettait en scène Kendall Jenner, qui résout un conflit social. Donc déjà, Kendall Jenner, voilà, il y a un petit souci, qui offrait une canette de Pepsi à un policier. Donc problème de communication. Pepsi, qui se présente normalement comme une marque jeune, cool, a voulu ici s'approprier un sujet très sérieux et très clivant. Du coup, le ton festif et léger de la publicité a été jugé très déplacé et irrespectueux par les followers. Donc sur les réseaux, la réponse a été défensive au début, puis ils ont retiré la publicité et présenté des excuses. Pourquoi donc l'incohérence a été mal perçue? Vous l'aurez compris, l'image fun et cool de Pepsi ne collait pas du tout au sujet sensible qui avait provoqué la crise. Et la marque aurait dû adapter son ton et son contexte au sujet traité. Uber aussi, pendant les scandales qu'il y a eu d'agression. Donc là, la marque a mal joué. C'était lié, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, d'Uber aussi, quand il y a eu les accusations de conditions, etc. Là, ils ont voulu promouvoir des campagnes sur l'innovation et le bien-être des chauffeurs. Problème. Sur les réseaux, donc, ils vantaient l'idée d'un environnement de travail sain et positif, et les révélations qu'il y a eu en interne montraient l'inverse. Ça a été mal perçu parce que du coup, ce qui était sorti et ce qu'ils voulaient montrer, il y avait une incohérence. Donc là, Uber a été accusé de manipulation, et ce qui a gravement terni son image. Donc, gérer efficacement les avis et les commentaires en ligne, c'est aussi le sujet. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, on va voir ça. Donc, une réponse. Déjà, de base, quel que soit l'avis, il faut une réponse. C'est essentiel. 53% des clients s'attendent à une réponse rapide à un commentaire négatif. Oui. Oui. Ils reçoivent une alerte. Enfin, vous avez jamais déposé un avis avec une réponse? OK. Ah si, ils les lisent, elles sont traitées. Donc moi, pour revenir à mon métier premier qui est community manager, je gère une 15aine de pages aujourd'hui de comptes. Et des fois, les réponses, si, elles sont vraiment lues et il faut vraiment faire très attention. Il y a des clients pour lesquels
J'en gère plus que d'autres, malheureusement, mais il faut vraiment apporter une réponse. C'est comme si, en fait, il faut se dire aussi que sur les réseaux sociaux, à la base, il y a le terme social. Donc, il y a de l'interaction. Les gens attendent de l'interaction. Aujourd'hui, donc, vous tenez une boulangerie, si quelqu'un arrive et vous dit « j'ai pas aimé la baguette, elle a été trop, je sais pas, trop cuite ou quoi que ce soit », vous n'allez pas rester là. Non, vous allez lui apporter une réponse. C'est la même chose. Donc, il y a 3 types de commentaires. Donc, l'avis positif, qui est le plus agréable à recevoir. Donc là, vous pouvez remercier de manière personnalisée, encourager à revenir ou partager leur expérience, justement. Un exemple, merci pour votre retour hyper enthousiaste. Nous espérons vous revoir très bientôt. Et même, j'irai même jusqu'à vous dire merci, par exemple, Marielle, pour ton retour enthousiaste. Il faut vraiment personnaliser. Parce que là, le client se sent écouté, se sent privilégié. Et donc, ça va l'inviter soit à remettre des commentaires, soit à revenir chez vous. L'avis négatif. Donc, déjà, vous allez sûrement recevoir un avis négatif. Ça peut déclencher comme une émotion, une colère chez vous. Ou une frustration. Donc, déjà, pour le coup, même s'il faut répondre, je vous conseille voilà, de ne pas répondre à chaud, de prendre l'info, de la digérer et ensuite d'utiliser la méthode des 3 R. Donc, répondre, réparer et reconquérir. Exemple de réponse, nous sommes désolés pour cette expérience. Marielle, je reprends, pouvons-nous nous contacter en privé pour que nous comprenions mieux ce qui s'est passé et trouvons ensemble une solution. Parce que, par exemple, sur Facebook, vous avez la possibilité de répondre aux commentaires ou d'envoyer un message privé. Ce que je vous conseille, par exemple, c'est nous avons bien pris en compte votre avis, je vous contacte en message privé pour que nous puissions trouver ensemble une solution. Les trolls et les commentaires toxiques. Les trolls, c'est les gens qui sont là vraiment pour être méchants, c'est de la haine, quoi. Ça peut venir aussi, on va pas se mentir, de vos concurrents. Hein. Donc là, franchement, ce que je vous conseille, c'est de ne pas répondre, déjà sur le même ton, de supprimer les commentaires s'ils sont très offensants, voire de bloquer l'utilisateur. Alors, on peut signaler s'il y a... Vous pouvez signaler... Alors, il y a 2 types de commentaires. En fait, sur Google, si le commentaire n'a pas été offensant, s'il n'y a pas eu d'insulte ou s'il n'y a pas eu une atteinte à la personne, effectivement, je parle sous ton couvert aussi, mais il ne va pas être supprimé. Par contre, s'il y a eu des insultes ou s'il y a quelqu'un qui a été personnifié, là, vous pouvez signaler le commentaire. Alors, comment recueillir justement des avis clients? Donc, on a commencé à en discuter. Je te remercie du coup, Marielle, d'avoir posé la question. Donc, demandez au bon moment, juste après une expérience positive, un achat, un service, un rendez-vous. Si, par exemple, vous avez, je ne sais pas, sur les tickets de caisse, vous pouvez mettre un QR code pour demander aux gens de mettre des avis. Moi, j'ai un client qui fait ça. Le VNB, en l'occurrence, vous recevez après un mail où il vous demande de déposer un avis. Lors de l'envoi d'un mail de confirmation ou de remerciement, donc, comme je viens de le dire, utiliser des QR codes sur place ou sur les factures. Des petits QR codes, franchement, à générer, aujourd'hui, c'est très facile avec Canva. Vous pouvez en déposer sur votre vitrine, sur vos cartes de visite. Enfin, sur les mails, clairement, ça sert à rien. C'est un QR code, vous allez scanner avec quoi si vous lisez votre mail. Enfin, bon, bref. Mais vous pouvez insérer un lien dans les mails pour demander aux gens de déposer un avis. Ensuite, donc, utilisez donc, des mails automatisés, donc exemple d'email. Nous espérons que vous avez apprécié votre expérience avec nous. Alors, ça peut être encore plus personnalisé, dans le sens, nous espérons que vous avez apprécié le fraisier. Et prenez donc 1 minute pour partager votre avis et nous aider à nous améliorer, à nous développer. Enfin, aujourd'hui, le monde sait qu'on est dans un contexte économique compliqué. Donc là, c'est quelque chose qui ne leur demande pas de rajouter de l'argent. Ils peuvent vous aider. Il ne faut pas hésiter à solliciter. Encourager les avis sur les réseaux sociaux en postant un message engageant ou en disant ben voilà, merci à Monsieur Bousquet qui nous a laissé un avis sur nos services, vous pouvez en faire de même, ça nous aide beaucoup et vous reprenez ces avis sur vos réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant. Et avec le lien vers la page Google, le lien vers votre site internet, etc. Donc je recommande ce restaurant, donc là on a repris en fait un avis disponible sur Google où on l'a recharté aux couleurs du restaurant. Et donc, on remercie le client qui a déposé donc l'avis sur la page Google et en expliquant aussi à chacune, je vois pas, à chaque fois que nous découvrons, cela renforce la motivation de toute l'équipe et notre envie de bien faire. Donc voilà.
ça indique aussi aux followers que les avis sont montrés à l'équipe. Et donc, ça participe au développement de l'entreprise. Vous pouvez aussi, quand vous faites de la prestation de service, recueillir des témoignages vidéo. C'est hyper important parce que là, on va encore plus humaniser. Il y a la preuve sociale qui se fait. OK, les avis, il peut y en avoir aussi qu'on peut traficoter. Enfin, les gens peuvent penser que ça peut être traficoté. Un avis vidéo, ça peut être chouette. Alors, je pense que, par exemple, selon le secteur d'activité, c'est plus ou moins possible, mais ça peut être très sympa à faire sur vos réseaux. Et voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, ne pas négliger les demandes en personne, simples et efficaces, mais lorsqu'il vous dit qu'il est satisfait, demandez-lui de déposer un avis. Donc, je vous propose en fait de faire une petite feuille de route, si ça peut vous aider sur les prochaines semaines. Donc, de mettre en place un auto-audit, en évaluant votre e-réputation actuelle. Vous tapez le nom de votre entreprise, ou de votre nom personnel quand vous êtes en freelance. Sur Google, vous analysez les premières pages et voilà quels résultats apparaissent en premier, est-ce qu'il y a des avis, commentaires négatifs ou positifs, et quel contenu positif vous pouvez mettre en avant. Outils à utiliser, vous pouvez, sur Google, vous avez les Google Alerts, en fait. Vous pouvez vous abonner à des termes. Déjà, ça peut vous permettre aussi, en termes de marketing, de faire de la veille sur vos concurrents aussi, et sur votre propre personne, et vous allez recevoir, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui va être dit à votre sujet, des Google Alerts, ça peut être un article, ça peut être plein de choses. Stratégie de communication cohérente. Donc, s'assurer que tous vos supports de communication sont alignés. En fait, si vous avez un logo rouge et noir, allez pas me sortir un logo rose sur votre carte de visite, par exemple. Essayez de voir la communication, qu'elle soit cohérente sur tous vos supports. Définissez donc un ton de communication. Vérifiez la cohérence entre votre site web, vos réseaux sociaux et les réponses aux commentaires et aux avis. Gérer et valoriser les avis clients, donc répondre aux avis pour renforcer la confiance des clients, comme je vous l'ai dit. Répondre systématiquement positif, négatif. Utiliser la méthode des 3 R quand c'est négatif. Créer du contenu positif pour améliorer en fait votre image en ligne. Avec des contenus valorisants pour votre entreprise, des témoignages clients, des études de cas, les coulisses de votre entreprise. Ça, vraiment, j'insiste. Je sais qu'il y en a qui me disent souvent « mais moi, j'aime pas quand on me voit, je veux pas qu'on voie ma tête, je suis pas une influenceuse ». Enfin, on s'en fout, en fait, influenceur ou pas influenceur, on est à l'heure de l'authentique. Et justement, de montrer les coulisses de votre entreprise, ça permet de montrer du contenu authentique et donc d'attirer des clients et aussi des clients qui vous ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, personne n'aime travailler avec des cons. Et bien là, justement, plus vous allez vous montrer, plus vous allez attirer les personnes avec qui vous voulez travailler. Contenu UGC, donc ça, c'est le fait d'encourager en fait vos clients à mettre aussi des photos, des images, des vidéos de vos services. Par exemple, je reprends mon fraisier. Si moi, je déguste un très bon fraisier de la boulangerie, je vais le prendre en photo, je vais le mettre en story, je vais identifier la boulangerie. Donc là, tout ça, hop, c'est des choses que vous pouvez mettre en place avec vos clients. Au début, vous n'allez peut-être pas trop oser, mais vous pouvez demander à vos clients les plus fidèles, et puis ils vont le faire, ils vont se prêter au jeu, et ça va attirer d'autres clients. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, et plan de surveillance régulier. Donc, vraiment, de manière hebdomadaire, vérifiez vos avis, que vous avez bien répondu aux avis sur Google, sur TripAdvisor, sur Facebook. Répondez rapidement aux mentions et commentaires. Identifiez les contenus positifs qui circulent. Ensuite, en amélioration continue, vous pouvez ajuster votre stratégie de réputation en fonction des retours. En fait, si j'ai plus d'avis positifs que de négatifs, ben, ça veut dire, par exemple, si mon fraisier plaît, est-ce que je peux pas, dans mes produits, proposer un fraisier 6-8, proposer des petits fraisiers, enfin voilà, faire une gamme de fraisiers. Je ne sais pas pourquoi je suis partie avec le fraisier. Mes réponses ont-elles satisfait les clients mécontents aussi? Parce que vous pouvez très bien avoir des clients mécontents, finalement vous avez discuté avec lui, et qui disent bon, je vais leur laisser une autre chance. Et puis après, hop, ce client mécontent peut devenir un client ambassadeur. Ça peut arriver. Quels contenus ont eu le plus d'impact? Ça, c'est sur vos réseaux sociaux. Si vous vous apercevez qu'en fait, une photo marche à chaque fois, par exemple, une photo d'une jolie robe portée sur un mannequin, ben, ça veut dire qu'il faut le refaire. Il faut le refaire, il faut le décliner sur plusieurs robes. En revanche, si vous avez montré une photo d'une robe pas portée et que ça n'a pas marché, là, il faut se poser la question en se disant je ne vais pas le refaire du coup.
Donc du coup, tout ça, va vous permettre d'ajuster votre stratégie en fait sur les réseaux sociaux, et d'ajuster votre ton de communication. Il y a quelques outils dont vous pouvez vous servir pour tout ça. Donc Google Alerts, comme je vous ai dit, pour la surveillance des mentions. Canva pour la création de vos contenus visuels. Mention, c'est une application aussi pour surveiller les réseaux sociaux. Et Google My Business pour centraliser vos avis. Google Alerts, c'est où ça vous déclenche vous pouvez quand vous êtes sur la page Google, vous vous connectez à votre compte Google. Et en fait, sur la gauche, vous avez un petit damier. Et dedans, dans les applications, vous avez Google Alert. Donc, plan d'action rapide, entre guillemets, créer une alerte Google sur votre entreprise, faire l'audit de vos résultats sur Google, préparer 3 réponses types aussi, que vous adapterez, avis positif, neutre, négatif, mettre à jour vos réseaux sociaux et publier un contenu positif cette semaine. Donc, si vous avez un avis positif, je vous invite à le publier cette semaine sur vos réseaux sociaux et comme ça, vous penserez à moi. Mais encore une fois, moi, je suis persuadée que même montrer des images qui ne sont pas lisses ou même avec des défauts, ça vous sert. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une ère où justement les réseaux sociaux, il y a eu trop ce mauvais côté avec les influenceurs, les influ-voleurs. Et justement, aujourd'hui, les gens, ils cherchent de l'humain. Moi, j'ai un exemple. Si vous avez l'occasion d'aller voir les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux du VNB à Brive. En l'occurrence, c'est moi qui les gère. Et en fait, nous, on mise sur des vidéos où justement le patron se met en scène, mais même de manière des fois, mais ça révèle, on accentue les choses, mais ça révèle sa vraie personnalité et ça marche, quoi. Ça marche. Merci, il n'y a pas de mots. Merci. On est toujours sur l'atelier sur la e-réputation, n'est-ce pas? Du coup, sur ma partie, on va s'intéresser à la fiche Google My Business, à la rédaction web et au référencement naturel. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Ensuite, on va passer sur la fiche Google My Business et son impact sur la e-réputation. Ensuite, maîtriser sa e-réputation en ligne avec la rédaction web SEO. Et puis après, une petite ouverture. Ok, donc introduction, on va regarder d'abord une petite définition élargie de l'e-réputation. Chloé a déjà défini ce que c'était, donc je vais passer assez rapidement dessus. Pareil, pourquoi elle est essentielle pour une entreprise. Ensuite, on va parler de quelques chiffres. Et puis, je passerai sur une deuxième sous-partie avec le contenu et le SEO pour la base d'une visibilité à long terme. Et la complémentarité avec les réseaux sociaux et le web marketing. SEO, pour l'instant, ça ne doit pas vous dire grand-chose. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire. Donc, définition. Selon la CNIL, du coup, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, on parle d'e-réputation ou de réputation sur Internet pour désigner l'image en ligne d'une personne ou d'une entreprise. Donc, l'e-réputation, ça va se travailler avec du coup les différents supports en ligne, donc les réseaux sociaux comme Chloé a pu vous en parler tout à l'heure, mais aussi les sites web, les blogs, les forums, tout ce qui se trouve en fait sur Internet. Donc pourquoi elle est essentielle pour une entreprise? On l'a vu déjà dans la première partie, elle crée la confiance autour de votre image de marque, pour commencer. La seconde, elle permet de fédérer et de fidéliser les internautes, les transformant ainsi en communauté. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, justement, comment on fait pour fidéliser à travers les avis ou des réductions ou ce genre de choses, les clients. Donc ça se rejoint en fait sur les internautes sur Internet. Il y a plein de principes à mettre en place pour gérer un petit peu une communauté autour de vous, même à travers les sites web, les newsletters, etc. Et enfin, elle attire vers vous de nouveaux collaborateurs, puisque si vous avez envie d'engager du personnel, c'est important d'avoir une image aussi positive de votre entreprise, et ça se passe toujours sur Internet en premier. Donc, quelques chiffres. 368 millions. Je vous demande pas ce que c'est, du coup, vous l'avez sous les yeux. C'est le nombre de noms de domaines comptabilisés dans le monde fin 2023. Et ensuite, on a 5,35 milliards d'internautes qui sont comptabilisés, enfin qui étaient comptabilisés dans le monde en janvier 2024. Donc non seulement on a une très forte concurrence, mais en plus il y a beaucoup d'internautes. Donc si vous ne faites pas de travail justement sur votre réputation, sur votre référencement, etc., si vous développez pas tous les canaux que vous avez en fait à votre disposition, vous allez vous noyer dans la masse. Et les internautes iront sur les autres sites. Voilà.
Donc maintenir une bonne réputation en ligne, c'est primordial pour vous démarquer de la concurrence et attirer et convertir votre cible. SEO, donc SEO, ça parle à personne. Il y a le SEA et le SEO. Donc le SEA, c'est tout ce qui va être publicité, annonce payante, que vous allez du coup payer pour être en première page sur Google. J'avais pas spécialement prévu d'en parler, mais du coup, je rebondis. Le SEA, ça peut être intéressant de manière ponctuelle pour appuyer votre SEO, donc votre référencement naturel. Imaginez que je compare toujours le SEA à la location d'un appartement ou d'une maison. Si vous louez un appartement ou une maison, vous allez habiter dedans, et puis le jour où vous allez arrêter la location, vous allez être dehors. C'est exactement la même chose. Si vous commencez à payer des annonces sur Google, vous allez être en première page. Déjà, il faut savoir que les internautes cliquent très peu sur les annonces payantes, donc c'est pas toujours très intéressant. Et en plus de ça, le jour où vous décidez d'arrêter, vous disparaissez complètement. Donc en fait, vous avez mis tout votre argent pour apparaître sur Google et ça ne laisse absolument aucune trace. Il n'y a pas de suite, en fait. Il n'y a plus rien. Donc le référencement naturel, ça prend plus de temps, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable pour vous et c'est beaucoup plus intéressant. Après, il n'y a aucun souci, c'est vrai, à du coup développer votre référencement naturel. Et puis si vous êtes pressé, si vous n'avez pas le temps d'attendre que ça monte, etc., sur quelques mots-clés, quelques requêtes, faire des annonces payantes. Ça, c'est intéressant. Mais il faut que ce soit pensé dans une stratégie globale. Il ne faut pas mettre toutes vos billes sur les annonces payantes parce qu'en fait, vous allez perdre de l'argent pour rien. Voilà. Donc du coup, je repars sur le référencement naturel. Donc le SEO, qu'on appelle aussi du coup référencement naturel, l'optimisation pour les moteurs de recherche, ça permet aux robots des moteurs de recherche en fait de comprendre un contenu et de le placer du coup naturellement sur la page qui correspond sur Internet, en fonction de l'intention de recherche des internautes. L'intention de recherche, c'est quoi? Ça va être une requête. Une requête, ce sont des mots-clés, donc des groupes de mots qui sont tapés sur Google ou d'autres moteurs de recherche et qui sont recherchés en fonction d'un objectif précis. Donc ça peut être un objectif commercial, un objectif informationnel, transactionnel, voilà, différents objectifs. Si vous allez taper, par exemple, vous cherchez à acheter un nouveau téléphone portable, vous tapez comparatif des téléphones portables, vous faites une requête qui a un certain objectif. Et Google va vous ressortir toutes les pages qui correspondent à ce que vous recherchez. Okay ? Pour ressortir ces pages-là, il a fallu que les personnes écrivent sur leur site et donnent suffisamment de contenu à Google pour qu'ils comprennent de quoi ça parle et qu'ils ressortent les sites sur votre recherche en question. Donc c'est toujours ça qu'il faut faire quand on commence un site internet. Donc un contenu est optimisé, t'inquiète, un contenu est optimisé lorsqu'il répond au code du SEO. Donc le SEO, il y a des règles qui sont très précises. On met des mots-clés à certains endroits stratégiques, puisque les robots de Google, on dit qu'ils savent lire, entre guillemets. Ils savent lire certaines parties. Si vos mots-clés sont placés dans ces parties et que le vocabulaire est suffisamment développé pour qu'ils comprennent en fait de quoi ça parle, il va pouvoir référencer votre page. Imaginez Google et ce sont des robots, hein, donc ils sont un peu bêtes. Si par exemple il y a un site qui parle d'avocat, à chaque fois je donne l'exemple, c'est très parlant. Un site qui parle d'avocat, si c'est pas expliqué à Google que on parle de l'avocat le métier, il n'a aucun moyen de savoir s'il s'agit de l'avocat le métier ou de l'avocat le fruit. Donc c'est pareil, c'est important de mettre le plus de contenu possible sans charger la mule non plus, en expliquant exactement ce que vous faites. Et donc ensuite, on place les mots-clés à des endroits stratégiques. C'est comme ça que le site va devenir visible en fait pour les internautes et c'est surtout comme ça que la visibilité elle va perdurer dans le temps. Alors, complémentarité du coup avec les réseaux sociaux et le web marketing. Donc Chloé a vous a dit tout à l'heure justement à quel point c'était important de développer vos réseaux. C'est important du coup aussi de développer sa visibilité en ligne avec tout son écosystème. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien là, je vous ai mis Instagram, Facebook, le site web, la newsletter, Google Maps avec la fiche Google My Business, LinkedIn, bref, il y en a vraiment une quantité astronomique, hein. Vous n'êtes pas obligé de tous les développer, bien sûr, il faut choisir vraiment les canaux qu'on préfère, puisque c'est là où vous serez les meilleurs. Ça ne sert à rien d'investir un canal sur lequel vous n'êtes pas du tout à l'aise, ça va se ressentir et ça va être mauvais pour votre image. Ensuite, on commence toujours par un canal, justement, et une fois qu'on l'a bien compris, qu'on l'a bien maîtrisé, qu'on l'a bien développé, on passe à un suivant. On ne commence pas à faire
tout en même temps. Le web marketing, ça correspond à un ensemble de techniques qui permettent de mettre en avant un produit ou un service en faisant la promotion en ligne. Donc là, c'est pareil. En fait, le fait de combiner tout ça, les réseaux sociaux, le site, avec les techniques justement de web marketing, ça va vous permettre d'avoir un écosystème en fait qui va être performant et d'installer comme ça une réputation en ligne efficace auprès de votre cible. Donc, on passe sur la fiche Google My Business et l'e-réputation et du coup son impact sur les réputations. Petite précision, il y a eu un atelier justement sur la fiche Google My Business qui a été fait récemment justement avec le pays du Périgord noir et la French Tech, sur lequel j'intervenais. Donc, si vous avez des questions, on va dire très précises sur la manière de construire une fiche et des choses où là, je vais passer brièvement sur comment on optimise une fiche, puisqu'on n'est plus sur l'e-réputation. Si vous avez vraiment envie d'avoir un atelier complet sur comment on la crée et comment on l'optimise, vous aurez aussi justement la vidéo disponible très bientôt. Et sinon, si vous êtes sur Sarla, alors j'ai plus la date, c'est début mars je crois, si vous voulez vous renseigner sur Sarla Tech, je vais refaire l'atelier avec Roxane. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, parce que là je suppose que vous allez avoir des questions où je vais peut-être pas forcément pouvoir répondre, donc voilà, je préfère préciser. Ok, donc on passe du coup aux objectifs de la fiche Google My Business. Donc, elle remplit 3 objectifs. Le premier, ça va être améliorer sa réputation en ligne, justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le deuxième, attirer de nouveaux clients locaux. Et forcément, le troisième, augmenter son chiffre d'affaires avec une présence renforcée sur Internet. Il faut savoir que 87% des utilisateurs utilisent Google en priorité lors de recherches locales. Donc, recherche locale, ça va être rechercher sur une ville, sur un département, sur une région, etc. 67% des Français considèrent une note comme négative en dessous de 4 sur 5. Donc, j'ai cru comprendre que vous aviez quelques craintes par rapport à ces notes, justement, au fait que des fois, on a des commentaires négatifs. Donc, comme on a pu vous l'expliquer, la note, ça fait pas tout. C'est très important aussi de répondre toujours aux avis. Il y a quand même beaucoup de personnes qui lisent les avis. Mais du coup, voilà, il faut prendre en compte vraiment ces 2 informations quand vous travaillez votre fiche Google My Business. C'est important de le faire, en fait, de ne pas passer à côté. Donc, l'impact sur le SEO et la notoriété. Du coup, une fiche Google My Business optimisée et bien notée, forcément, elle attire des visiteurs. Les visites et les avis positifs, puisque j'espère pour vous que vous avez quand même un maximum d'avis positifs, renforce la notoriété de l'entreprise aux yeux de Google. D'accord ? Puisque Google, son intérêt, c'est quoi ? C'est que les internautes restent sur son moteur de recherche. On a vu, il en existe plein d'autres. Google n'a pas envie que les internautes aillent visiter d'autres moteurs. Donc, son intérêt à lui, c'est de donner du contenu suffisamment intéressant et pertinent pour qu'il conserve un petit peu son monopole. Donc, plus vous avez de visites qui sont intéressantes, d'avis, etc., et plus Google va vous mettre en avant. C'est ce qu'on dit après. Du coup, Google place davantage la fiche en avant sur son moteur puisqu'elle plaît aux internautes. Du coup, forcément, qu'est-ce qui se passe ? De plus en plus d'internautes ont accès à la fiche. La notoriété de l'entreprise augmente de plus en plus, et ainsi de suite. Voilà. Donc, les bases de l'optimisation d'une fiche. Là, je vais vous expliquer justement comment on fait pour optimiser une fiche Google My Business. On ne va pas partir sur le détail sur comment on l'a créée, etc. Là, on est plus sur comment on va rechercher les mots-clés qui vont vous permettre de bien référencer votre fiche. OK ? Donc, pour trouver les mots-clés recherchés par les internautes, vous avez différents outils en fait à votre disposition. C'est important de rechercher des mots-clés du coup qui sont en rapport avec votre domaine d'activité. Donc, en termes d'outils, ils vont en fait vous apporter des indications pertinentes, par exemple, comme le volume de recherche. C'est important de choisir des mots-clés sur lesquels vous voyez qu'il y a du volume. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Keywords Everywhere, que moi j'utilise tout le temps quand je travaille, il va vous donner 2 informations, le volume et la concurrence. Donc vous allez pouvoir voir si vraiment il n'y a absolument personne qui recherche votre mot-clé, et ou s'il y a du monde, et s'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Ça vous parle, là, le volume, la concurrence et tout ça ? Ouais.
Ensuite, vous avez d'autres outils comme Google Trends, SEMrush, Ahref, je ne sais jamais comment ce truc se prononce. Donc voilà, vous avez vraiment plein d'outils à votre disposition. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit peu un petit brainstorming en fait sur votre domaine d'activité et de vous demander sur quel mot vous avez envie d'apparaître, sur quel mot votre cible va venir vous chercher en fait. Une fois que vous avez identifié, on va dire, un mot-clé ou une requête qui ait un volume de recherche intéressant et qui n'ait pas trop de concurrence, vous allez pouvoir prendre ce mot et le placer un petit peu partout sur votre fiche. Alors, il ne faut pas utiliser qu'un seul mot, hein, bien sûr. Il faut en prendre plusieurs. On essaye de varier un petit peu. Du coup, ça va vous permettre aussi d'apparaître sur ce qu'on appelle des requêtes secondaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mot qui va vous référencer sur Internet, il y en aura plusieurs, et si les internautes décident de taper des mots-clés différents, vous aurez la possibilité d'apparaître sur celui-ci, celui-là, et ainsi de suite. Donc l'optimisation, elle va commencer dès le titre. Attention quand même à utiliser du coup le mot-clé avec parcimonie dans le titre, parce que Google... Pour l'instant, on ne sait pas trop s'il va pénaliser cette manière de faire ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous donne un exemple après avec une description. Imaginons un restaurant qui s'appelle Chez Patrick, un restaurant voilà, de cuisine du Périgord. Chez Patrick, dans son titre, il va mettre Chez Patrick. S'il met ensuite le tiret restaurant périgourdin, qui va être du coup son mot-clé, on ne sait pas pour l'instant si Google pénalise le fait de mettre cette requête-là dans le titre ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des fiches pour qui ça va passer, il y en a d'autres pour qui ça ne va pas passer. Voilà, c'est à savoir en fait. C'est pas forcément le meilleur endroit pour mettre son mot-clé. Ça va être intéressant du coup pour les internautes qui vont pouvoir identifier le nom plus l'activité. Mais en termes de bonnes pratiques, pour l'instant, il y a un petit point d'interrogation dessus. Donc, je préfère vous le dire, du coup. Vous pouvez décider de le faire en sachant que si ça ne marche pas, Google peut mettre de côté votre fiche et donc qu'elle ne sera plus visible. Dans ces cas-là, il faut effacer du coup l'activité et puis comme ça, elle pourra de nouveau être mise en ligne. Faites attention aussi, les règles en fait de bonnes pratiques sur Google, justement, on le disait tout à l'heure, elles changent très très rapidement. Donc c'est très important de vérifier constamment les informations si vous n'avez pas quelqu'un qui travaille pour vous sur cette fiche, pour savoir si vous êtes toujours dans ce qu'il faut faire ou pas, puisque Google n'en a rien à faire de savoir si une fiche a 500 avis. S'il y a une chose dessus qu'il considère être une mauvaise pratique, il l'enlève de son moteur de recherche, en fait, le temps que ce soit réparé, bien sûr. Donc voilà, c'est ce que je disais juste avant. Google peut rejeter la fiche à tout moment. Ensuite, donc après le titre, vous allez avoir la catégorie. Donc dans la catégorie, elle rentre aussi en fait dans les critères d'optimisation de la fiche. Plus la catégorie sera précise et plus Google saura sur quelle intention de recherche vous placez en fait. Et donc il en va de même pour les services et les produits. Ça va pour l'instant ? Ouais. Restez aussi vigilant au sujet du NAP. Donc le NAP, c'est ce qu'on appelle Name, Address, Phone Number. Donc ça va être toutes les informations qui parlent du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone. Voilà. Les coordonnées en fait qui sont indiquées sur la fiche doivent toujours être identiques à toutes celles qu'on trouve sur Internet. Donc si vous êtes aussi sur, je sais pas, les pages jaunes, un autre annuaire en ligne, c'est important que ce soit très 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 cohérent. Sinon Google ne saura pas où vous placer et du coup pour votre référencement local, ça va poser quelques soucis. Ensuite, du coup, on passe à la description. Donc, la description, elle compte parmi les champs les plus importants pour le référencement naturel. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'optimisation, de référencement naturel. On est d'accord que tout ça, ça rejoint l'e-réputation. Plus vous allez optimiser votre fiche Google My Business, plus vous allez apparaître. C'est ce qu'on disait juste avant avec le cercle vertueux. Plus vous allez apparaître. Et plus votre réputation en fait sera mise en avant et si vous avez des commentaires positifs, etc., plus vous allez attirer d'internautes. Donc la description, elle doit être riche en mots-clés. Donc on l'a vu tout à l'heure, vous devez chercher du coup vos mots-clés sur les outils et en champ sémantique. C'est-à-dire que si vous avez par exemple
Le restaurant, donc là on voit pas bien, mais c'est écrit chez Patrick. Si vous avez le restaurant Périgourdin chez Patrick, donc restaurant Périgourdin à Périgueux, ça va être la requête, le mot-clé en fait, principal de la page, celui sur lequel on a envie que chez Patrick apparaisse. C'est-à-dire, là, il faut imaginer en fait que l'internaute, il va taper restaurant Périgourdin à Périgueux et il doit tomber sur chez Patrick. Voilà. Et pour développer justement ce mot-clé, c'est pas suffisant de juste mettre la requête, d'accord ? En fait, Google ne peut pas comprendre ce que ça veut dire restaurant Périgourdin à Périgueux. Donc là, vous allez devoir développer le champ sémantique. Vous allez devoir mettre du vocabulaire en rapport avec votre mot-clé. Donc, capitale touristique et culturelle du Périgord blanc. Là, on va parler du coup de Périgueux. Ça va appuyer en fait la localisation. Ouvert depuis 2021. Bon, ça, vous donnez des informations aussi. C'est important de donner des infos pour les internautes et pas juste pour plaire à Google, hein, bien sûr. Le chef, il sert des plats typiques du Périgord, tels que le magret de canard, la salade périgourdine ou encore l'omelette aux truffes. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va appuyer comme mot-clé selon vous ? Restaurant Périgourdin. Le restaurant propose également une sélection de vins AOC du Périgord, donc toujours restaurant Périgourdin, tels que le Bergerac rouge ou encore le Pêche Charmant. Nous vous proposons des formules midi ou soir, ainsi que des menus périgourdins adaptés aux enfants. Donc là, on va aller aussi appuyer restaurant Périgourdin. J'ai pas fait une énorme description, vous avez plus de place au niveau des caractères, donc il manquerait par exemple une ou deux phrases pour développer un petit peu plus Périgueux. Là, dans ces cas-là, vous pouvez dire à 10 minutes de tel emplacement qui puisse être un peu connu des gens, à 1 heure de telle grande ville, ou voilà. Et ça va venir appuyer aussi la localisation de Périgueux. Il faut savoir aussi que vous avez la possibilité d'optimiser les photos et les vidéos sur la fiche Google My Business. Donc ça vaut pour tout, hein. C'est pour la fiche Google My Business, c'est pour le site internet, c'est pour les réseaux sociaux. Instagram, vous avez la possibilité d'optimiser les images. Donc, pour optimiser les photos et les vidéos, donc c'est pareil, on met des mots-clés, etc. On fait pas du bourrage de mots-clés, hein, faut toujours que ça reste fluide. Et ça commence aussi dès le nom des fichiers dans l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez une photo, peu importe où, c'est intéressant de la renommer, en fait. Ça vous fait encore une possibilité en plus de mettre vos mots-clés. Quand on renomme une photo ou une vidéo, peu importe, on met pas d'accent, on met tout en minuscules, on met des tirets entre chaque mot, donc le tiret du 6, et on met pas de mots qui servent à rien, style à, en, pour, de, par, etc. Donc, par exemple, imaginons que chez Patrick décide de mettre une photo de son plus beau plat de magret de canard. Pour l'optimisation des images sur sa fiche Google My Business, il va rentrer dans le fichier de l'ordinateur sur le nom de l'image plat périgourdin magret, enfin plat-périgourdin-magret-canard-chez Patrick, enfin chez-Patrick. Et ensuite, du coup, il va pouvoir mettre son image sur ce qu'il a décidé, voilà, l'endroit où il allait la mettre. Et ensuite, il pourra, par exemple, dans l'attribut alt, mettre photo d'un plat représentant un magret de canard avec de la salade, des tomates et des pommes de terre. J'en sais rien. Donc voilà, ça, ce sera pour les personnes malvoyantes. Et du coup, j'ai juste une question. Quand on renomme nos photos, on le fait, mais du coup, à chaque fois, on essaye d'inclure Frenchy Lily, mais ça sert à rien en France. Alors, c'est toujours intéressant de faire les choses, comme je disais juste avant, avec parcimonie. Donc, Frenchy Lily, c'est pas juste Frenchy Lily, c'est une boutique de vêtements vintage à Sarlat. C'est une boutique qui vend des robes des années 50, c'est ça, voilà. Donc en fait, Frenchy Lily, ça représente plein de choses. Donc du coup, c'est intéressant de mettre ces choses-là justement comme mots-clés, c'est ça en fait. De temps en temps de mettre Frenchy Lily, mais pour que Google fasse par association, ok, Frenchy Lily, c'est aussi ça. Voilà. Ok, et donc, alors juste pour celle d'avant, voilà, donc les images, forcément, elles participent à une réputation efficace, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de montrer un petit peu ce que vous faites, etc. Et ajouter du contenu neuf régulièrement avec les posts. Je ne sais pas si vous savez aussi, on peut faire des posts, des espèces d'articles sur les fiches Google My Business. Donc en fait, une fois que votre fiche est créée,
qu'elle est optimisée, ça s'arrête pas là. Vous avez la possibilité ensuite, une fois de temps en temps, de rajouter des images, ça c'est très important, du contenu neuf, et aussi ce qu'on va appeler les posts justement Google My Business. Pour l'instant, c'est pas étendu à tous les les domaines. Il y a certains secteurs d'activité qui n'ont pas encore accès justement à ces fameux posts-là, mais globalement, c'est en train de s'étendre de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier si vous avez ce petit post-là. C'est des posts qui sont très courts, mais vous avez la possibilité de mettre une image et un paragraphe. Et donc, si vous avez besoin de faire de la communication sur, par exemple, une nouvelle pâtisserie ou une nouvelle robe qui sort ou un vêtement ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant et ça donne envie, en fait, aux internautes de cliquer sur votre page. Et voilà. Ok, donc les bonnes pratiques pour une e-réputation solide. Donc les choses à connaître, en fait, pour pas commettre d'erreurs aux yeux de Google ni aux yeux des internautes, parce qu'on parle beaucoup de Google, mais votre e-réputation, elle passe avant tout pour les internautes. Google, le seul travail qu'il fait, c'est de vous mettre en avant s'il considère que votre travail d'optimisation, il est pertinent ou pas. Mais à la fin, c'est toujours les internautes, de toute façon, qui choisissent de faire la réputation d'une entreprise. Donc, on n'effectue pas toutes les modifications de sa fiche le même jour. C'est la même chose que pour les avis. Quand on commence à faire des modifications, on espace un petit peu dans le temps. Voilà. Donc, si là, à la fin de cet atelier, vous êtes ultra motivé pour faire toutes les modifs sur votre fiche Google My Business, retenez-vous, faites-le avec quelques jours d'intervalle, parce que c'est pas très apprécié par Google. Voilà. Parce que, en fait, c'est toujours la même chose. Google, il est quand même capable de reconnaître ce qui vient d'un humain et ce qui vient d'un robot. Les robots, en général, quand ils vont commencer à faire des choses, ils vont y aller en spammant, en faisant plein d'actes, vraiment sur un temps très court, alors que les humains, ils auront naturellement tendance à faire un truc par-ci, un truc par-là, etc. Donc, il va pas se dire, tiens, il y a eu l'atelier sur la réputation, du coup, tout le monde est en train de changer sa fiche Google My Business. Non, il va juste se dire, il y a un robot qui est en train de faire des modifs. Donc espacer. Et ensuite, n'hésitez pas à vérifier les données du coup avec les outils que vous avez à votre disposition, avec la fiche Google My Business. Vous pouvez voir un petit peu si ce que vous faites, ça fonctionne, comment les personnes viennent visiter justement votre fiche, etc. Ensuite, donc c'est ce que je disais juste avant, on fait attention à ne pas suroptimiser. Donc optimiser, c'est bien, mettre des mots-clés, c'est bien. On ne fait pas du bourrage de mots-clés. L'expérience utilisateur, elle est plus importante. C'est celle que Google met en avant, en fait. Donc, il faut du contenu fluide qui soit intéressant à lire et qui soit pas bourré de mots juste pour le référencement. On ne met pas non plus de liens dans sa fiche. Donc, on évite de mettre des liens sur lesquels cliquer. Google, il met déjà à votre disposition des onglets, en fait, sur la fiche. Donc, n'en rajoutez pas vous-même dans votre fiche Google My Business. Ensuite, c'est ce que Chloé disait juste avant aussi, répondre aux avis, même négatifs, bien sûr, ils permettent de développer la notoriété et surtout, ils permettent aussi de développer le SEO. Puisque même un avis négatif va vous servir pour votre référencement, puisque la personne va forcément mettre des mots-clés que vous allez lui répondre en rajoutant de nouveaux mots-clés, et ainsi de suite. D'où l'intérêt aussi de toujours répondre à chaque commentaire, positif ou négatif. N'hésitez pas du coup, d'ailleurs, à faire une petite recherche. Tiens, quel mot-clé là je peux essayer de placer, que ce soit toujours naturel bien sûr, mais que ça ait un intérêt aussi pour votre référencement. Et enfin, on répond aux questions des internautes pour maximiser l'engagement et apporter des informations supplémentaires. Donc, vous avez la possibilité de pré-remplir l'onglet questions-réponses sur votre fiche, qui fait un peu comme un système de foire aux questions. Donc, n'hésitez pas, des fois, les internautes vont venir poser des questions, vous allez y répondre, ça va être affiché, du coup, et à la disposition de tout le monde, et ça va permettre de donner des informations, du coup, à d'autres internautes qui pourraient se poser les mêmes questions. Donc, du coup, là, on passe à maîtriser sa e-réputation avec la rédaction web SEO. Donc, la rédaction web SEO, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est le fait d'écrire sur Internet de manière optimisée pour le référencement naturel. Donc, tous les sites web, etc., quand vous écrivez sur votre site web, quand vous écrivez sur votre fiche Google My Business, c'est de la rédaction web, en fait. C'est de la rédaction sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça ? Il nous faut un contenu de qualité pour inspirer confiance, un blog aussi, c'est toujours très pertinent pour maîtriser son image et son référencement naturel.
Et enfin, on parlera du pouvoir de la page à propos et du storytelling. Donc, pour un contenu de qualité, comment on inspire confiance sur Internet? Il y a c'est pas très compliqué. Il y a simplement, comme toujours, en fait, quelques codes à respecter. Donc déjà, on rédige un titre qui soit impactant. Donc là, attention, on est passé sur le site web. Hein. Donc là, quand on dit un titre impactant, ça va être la ligne en bleu qui va apparaître sur Google quand vous allez taper des mots-clés et que vous allez avoir sa page de recherche qui s'affiche. Donc on rédige toujours un titre impactant qui donne envie de cliquer, hein, forcément, à l'internaute. Ensuite, on répond toujours à la question de l'internaute. Je pense que vous êtes les premières à détester faire une recherche, à avoir un titre où vous avez l'impression qu'en cliquant, ça va vous donner toutes les réponses à ce que vous cherchiez. Et puis vous commencez à lire la page et là, vous vous apercevez que non seulement ça vous donne aucune réponse, mais que en plus, vous êtes en train du coup de perdre votre temps. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'en rend vite compte, hein, donc on quitte la page et ça vient dire à Google que le contenu n'est pas pertinent. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, si tout le monde fait ça, si tous les internautes font la même chose, Google va finir par se dire « Ok, alors oui, il y a 200 clics par jour sur le titre, mais en fait, les gens, ils quittent tous la page au bout de 5 secondes. Il y a un petit souci. Là, c'est ce qu'on appelle le taux de rebond, c'est-à-dire qu'il y a le clic et le temps resté sur la page. Le taux de rebond, il va être beaucoup trop fort. Et donc, petit à petit, la page, elle va être relayée à la 2e, la 3e, la 4e, et puis le site, on va plus le voir en fait. Donc c'est toujours important du coup de pas faire de fausses promesses. Vous répondez vraiment à la question de l'internaute. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ce que disait Chloé, il y a des gens que ça va pas intéresser, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est penser à votre cible, comment votre cible réfléchit, et votre cible va venir cliquer sur le titre. Donc on essaye d'attirer le visiteur sur sa page, mais voilà, avec sincérité et bienveillance. Ensuite, on est créatif. Du coup, il y a eu beaucoup de questions par rapport à l'intelligence artificielle, justement. Alors, oui, c'est intéressant de l'utiliser. C'est vrai que ça va vite. Honnêtement, moi, je trouve que ChatGPT, il écrit quand même plutôt pas mal aussi, pour un robot, on va pas se mentir. Le problème, c'est que ChatGPT ne ressort que des choses qui existent déjà. Et puis, il fait des mix avec, et après, il fait sa recette, et il vous le redonne, en fait. Google, lui, ce qui l'intéresse, c'est les choses neuves. C'est les choses qui ont de la valeur ajoutée, c'est ce qui va intéresser justement les internautes. Donc, si tous les sites commencent à ressortir les mêmes bouts de texte un peu partout, au bout d'un moment, vous vous doutez bien que non seulement les internautes, ça va les saouler, ça va pas les intéresser, et puis Google, bah, c'est pareil, il va relayer encore le site sur des pages, et puis il va disparaître. Donc, ce qu'on cherche toujours, c'est des choses créatives qui sortent un peu de l'ordinaire, qui ont un angle un peu différent, qui vont être à part de la concurrence et qui vont apporter une vraie valeur ajoutée à l'internaute. Il faut vraiment réfléchir de cette manière-là quand vous écrivez des contenus. Donc, vous devez en fait marquer l'esprit des internautes positivement en leur proposant du coup des choses qu'ils ne voient pas ailleurs, tout simplement, pour leur laisser un souvenir positif, bien entendu. Donc c'est comme ça qu'on inspire confiance, qu'on développe la notoriété d'un site. Et vous pouvez même aussi, voilà, quand vous faites justement des contenus, que ce soit des articles de blog ou d'autres choses, ce que vous allez utiliser pour développer votre angle, en fait, sur ce texte précisément, vous pouvez mettre les liens qui vous ont permis de mettre ces informations-là. Je ne sais pas si c'est très clair. On va revenir dessus après, voilà, les sources. Ça permet aussi à Google de dire « Ok, ce site-là, il est parti vérifier des infos sur des trucs qui sont fiables, donc il apporte des informations aux internautes qui sont vraiment hyper intéressantes, qui sont surtout vraies. » Et du coup, il va se dire « Ok, je mets forcément en avant cette page-là, quoi. » Donc ça rassure les lecteurs et puis ça améliore votre référencement naturel. Donc c'est exactement ce que je disais juste avant, trouver des sources fiables. Attention, Wikipédia par exemple n'est pas une source fiable, même si on a tendance à penser le contraire. Les sites des concurrents ne sont pas non plus toujours des sources fiables. Je ne sais pas si des fois vous faites des recherches avec des études, des statistiques, des trucs comme ça. Vous avez des sites qui vont tous recracher le même chiffre, le même pourcentage, et vous ne savez absolument pas où ils l'ont trouvé à la base. Donc on va toujours à la source primaire.
Bon, vous, en l'occurrence, pour vos sites, je ne pense pas que vous ayez forcément besoin de rédiger des articles de fond, d'experts, etc. Sauf si ça rentre dans votre stratégie, dans votre ligne éditoriale. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Et du coup, allez vraiment chercher des informations à la source pour les communiquer à vos internautes. Donc, ça apportera de la crédibilité aussi, en fait, à votre texte. Ensuite, on diversifie les formes de contenu. Donc, on va faire une page d'accueil, par exemple une page à propos, des articles de blog. On le disait tout à l'heure, les images, vidéos, infographies. Voilà, on essaye de rendre le site intéressant et de varier. Il faut se dire que les internautes, ils ont un temps de lecture et d'attention qui est vraiment tout petit. Donc, faut les intéresser assez vite. Et voilà, ça ne peut que jouer en fait sur votre réputation aussi. Plus vous allez les intéresser, plus ils auront envie de revenir. Et voilà. Ensuite, on intègre les témoignages des clients. Comme Chloé le disait tout à l'heure, ça permet de donner confiance aux internautes. Ça améliore aussi votre réputation en ligne. Et enfin, on met en place une ligne éditoriale. Donc, c'est aussi ce que Chloé vous disait tout à l'heure. Là, ça va être tout ce qui est le vouvoiement ou le tutoiement, le ton, le point de vue, le style d'écriture. C'est important vraiment de le déterminer dès le départ et de rester cohérent. Et on fait ça pour chaque canal. Donc voilà, j'ai mis Instagram, LinkedIn, site, newsletter. Peu importe le canal sur lequel vous vous trouvez, c'est important justement de maintenir une image qui soit cohérente aux yeux des internautes. Ok, donc ça c'est la dernière. Ensuite, on suit les codes de la rédaction web, puisque ce que vous voulez, c'est que le lecteur arrive sur votre page. Donc on l'a dit, comment il arrive grâce au référencement naturel. Et ensuite, une fois qu'il y est, on veut le conserver sur la page pour montrer aussi à Google que le contenu est intéressant et pour donner envie à l'internaute de revenir. Donc là, on va le faire naviguer sur le site. Donc on va mettre des petits liens un peu partout. Si par exemple vous avez un blog, voilà, à la fin, enfin au cœur du texte, en fait, au cœur des articles, vous allez à un moment proposer visiter telle page pour découvrir tel produit. Par exemple, si on est sur la boutique Frenchy Lily, on a le descriptif d'un article, et puis là, on va proposer d'aller visiter un article similaire, justement, pour guider en fait les internautes et qui naviguent sur le site. Ça améliore aussi votre réputation, puisqu'en fait, vous allez prendre par la main l'internaute, il n'a pas à réfléchir, il a juste à vous suivre. Pour lui, c'est très naturel, et puis il va pouvoir visiter tout un tas de pages sur votre site, et logiquement, en garder une impression positive. Ça montrera du coup à Google que votre contenu est intéressant et du coup, on en revient toujours à la même chose, vous serez remonté sur Internet. Et enfin, on surveille les outils Google du coup. Donc là, on va avoir Google Analytics, la Search Console. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous faites déjà ces vérifications-là avec ces outils? Pour celles qui ont un site web? Non? Donc ça vous donne des informations qui sont hyper intéressantes sur le comportement des internautes. Si par exemple, vous avez l'impression que les gens viennent sur votre site, mais qu'en fait, il ne se passe jamais rien, que personne n'achète jamais rien, vous allez sur Google Analytics, vous regardez un petit peu le comportement des utilisateurs, ça va vous scanner en fait ce qui se passe par exemple dès la page d'accueil, et puis vous allez pouvoir voir combien de temps les gens restent sur votre page, s'ils ont cliqué sur les liens qui sont mis à leur disposition. Et vous avez même aussi la possibilité de rajouter des extensions pour voir un peu les zones ce qu'on appelle des zones de chaleur sur le site, pour voir à quels endroits les personnes vont lire en fait ce que vous avez mis, etc. Donc il y a moyen en fait de savoir comment les gens se comportent sur votre site et de mettre en place les modifications nécessaires pour les emmener là où vous voulez qu'elles aillent. Donc voilà, donc ça vous donne des informations importantes. Et la Search Console, par exemple, vous allez pouvoir trouver tout un tas de mots-clés qui sont directement justement tapés par les internautes pour arriver sur vos pages. Et donc là, c'est super intéressant pour améliorer votre réputation parce que vous allez pouvoir récupérer vraiment leurs recherches à eux et vous en servir sur votre site, en fait. Donc répondre encore plus précisément à leurs besoins puisque ce sont les mots-clés que eux ont tapés directement. Donc pour ça, on doit par contre avoir identifié sa cible et créer son persona. C'est ce que aussi Chloé vous expliquait tout à l'heure. On peut pas, tout le travail dont on vous parle depuis tout à l'heure, vous pouvez pas le faire si de base vous n'avez pas identifié ni votre cible ni votre persona. Persona, vous savez ce que ça veut dire?
ça va être une personne qu'on va identifier, en fait, qui peut avoir un nom, un âge, une profession, qui fait partie de la cible et à qui on va s'adresser directement. Et il faut avoir comme ça plusieurs types de personas. Donc le blog, c'est hyper intéressant pour maîtriser votre image. Parce qu'en fait, quand vous avez la base de votre site, donc qui est à peu près la même pour tout le monde, hein, ça va être la page d'accueil, la page à propos, on va y venir tout à l'heure, les pages de vos services, ou de vos produits que vous vendez, etc. Développer un blog, ça va être vraiment top pour démontrer votre champ d'expertise en fait autour de votre activité. Parce que après tout, qu'est-ce qui fait que on va avoir envie de vous acheter à vous et pas aux voisins qui vendraient la même chose. Donc, vous allez pouvoir en fait utiliser justement les articles de blog pour démontrer tout votre savoir à propos de votre domaine d'activité. Ça va du coup développer votre image de marque, en fait, auprès des internautes. Et puis en plus, vous allez apparaître sur plein de mots-clés différents sur Internet, et donc vous allez être encore plus accessible. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On propose des sujets intéressants, du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des angles qui sont un petit peu différents, et on répond aux besoins de sa cible. Donc, pour vous donner un exemple qui soit un petit peu plus parlant, si je repars sur la boutique, parce que c'est vrai que c'est toujours le plus simple, la boutique Frenchy Lily, imaginons, ils vendent des vêtements. Qu'est-ce qui peut être intéressant, à votre avis, pour les internautes en termes d'articles de blog qui font qu'ils vont arriver sur la boutique? Du coup, on crée du contenu frais et régulier, c'est apprécié par Google. Donc les articles de blog, justement, ça va permettre ça, de faire des mises à jour assez souvent, comme les posts sur la fiche Google My Business. Et du coup, si le site conserve ses visiteurs, c'est toujours la même chose en fait. Du coup, vous allez finir par vraiment intégrer le truc. Le site conserve les visiteurs. Bon, ça remonte de plus en plus. C'est comme ça que ça fonctionne en fait, le référencement naturel. Donc là, ça améliore le référencement. Ensuite, développer de nouveaux articles, ça offre la possibilité d'être référencé sur plus de mots-clés, du coup. Donc là, non seulement on améliore le référencement, mais en plus on atteint encore plus d'internautes. Et enfin, travailler son référencement, du coup, ça permet d'être remonté dans la SERP. Donc une bonne position, c'est de la crédibilité aussi aux yeux des internautes. Forcément, si vous êtes en 5e page, vous allez peut-être être vu par les internautes, puisqu'il y en a quand même qui continuent de naviguer sur les autres pages. Mais à votre avis, est-ce que vous aurez plus de crédibilité que celui qui est en première, 2e ou 3e position? Pas forcément. Et donc plus de clics, remonter dans la SERP, donc la page de recherche Google, et ainsi de suite. Donc là, on doit penser EAT, expertise, autorité, fiabilité. Donc vous devez toujours raisonner comme ça. C'est ce que Google met le plus en avant sur les sites et sur tout le reste en fait. Expertise, donc ça va être vous appuyez sur des choses qui sont fiables, des sources fiables. Autorité, c'est justement ce qui fait que votre site va avoir du pouvoir. En fait, on parle d'un site qui a de l'autorité quand un site est bien placé sur Google et que les personnes, les internautes vont aller régulièrement dessus. C'est un site du coup qui a de l'autorité. Et fiabilité, c'est la même chose, c'est la véracité des informations que vous allez pouvoir proposer en fait à vos internautes. Ensuite, du coup, le pouvoir de la page à propos. Alors la page à propos, c'est hyper important. C'est celle en fait qui n'a pas forcément le pouvoir le plus fort en termes de référencement, mais c'est celle qui va vous connecter aux gens qui viennent sur votre site. Donc c'est super important d'en faire une. Faut imaginer ça un peu comme justement un entonnoir. La page à propos, c'est un peu ce qui va refléter l'authenticité de votre activité, de qui vous êtes, de votre entreprise. Elle va montrer vos valeurs, elle va prouver aussi votre expertise, elle va vous donner de la légitimité. Du coup, elle va vous apporter, alors là, vous ne le voyez pas en bas, mais elle va vous apporter de la crédibilité. Et tout ça, ça va développer votre notoriété. Donc, pourquoi authenticité? Parce qu'une page à propos qui est rédigée comme une histoire, donc c'est là qu'on parle de storytelling, raconter une histoire, c'est une page en fait qui va vous permettre de créer un lien, de créer une proximité avec vos lecteurs. Ils vont pouvoir s'identifier à vous, ils vont pouvoir s'identifier à vos valeurs, à votre histoire, etc. Donc, c'est important en fait de partager ça avec eux.
Alors, tout à l'heure, du coup, vous en parliez sur le fait que vous n'aviez pas forcément trop envie, par exemple, pour Hatchoum, de parler de vous, etc. On ne va pas parler de soi personnellement, on va parler de soi à travers son entreprise. Donc, qu'est-ce qui a fait que l'entreprise, elle a vu le jour, tout simplement? Qu'est-ce qui a motivé, en fait, sa création? Et si on a envie, mais il n'y a aucune obligation à ça, on peut ajouter des éléments un petit peu personnels. Je ne sais pas voilà lesquels, mais ce qui a fait que tout d'un coup, on s'est dit, tiens, j'ai cette idée-là, et puis je la mets en place. Du coup, vu qu'on raconte un petit peu une histoire, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, donc les obstacles qu'on a pu rencontrer pour mettre en route l'entreprise, et puis les difficultés qu'on peut avoir, mais aussi tout ce qui se passe de super avec les clients, les valeurs, la mission en fait de l'entreprise. Tout ça, c'est des choses qui vont faire que, ok, vous n'allez pas juste être une entreprise comme une autre sur Internet, vous allez un peu vous personnifier en fait aux yeux du lecteur. Et ça c'est très très important en fait dans la décision ensuite d'acheter via un site. Donc ça crée de l'émotion. Et forcément, quand ça crée de l'émotion, c'est là que ça reste dans les esprits. Donc les valeurs, il faut communiquer sur les valeurs de votre entreprise, c'est très important, vous les connaissez, mais les internautes ne les connaissent pas. Donc c'est très important justement de leur expliquer quelle est la mission de l'entreprise, ça va les rassurer, ça va en fait instaurer la confiance entre vous. Ensuite, l'expertise, donc là vous allez pouvoir communiquer justement autour de vos expériences professionnelles, de vos services, et vous mettre un petit peu en position d'expert aux yeux de vos internautes. Les internautes, quoi que vous fassiez, ils ont toujours besoin d'être rassurés. C'est ce qui justement va motiver le choix de passer par vous plutôt que par les concurrents. Donc pour avoir une bonne réputation sur Internet, c'est très important de démontrer justement votre expertise. Pourquoi vous, on va vous acheter votre produit ou votre service plutôt qu'au voisin, comme on disait tout à l'heure. Donc dans ces cas-là, il faut justement essayer de développer votre légitimité et vous allez pouvoir montrer votre champ d'expertise, vos expériences professionnelles, si vous avez des diplômes, si vous avez exercé déjà, si vous avez déjà ouvert une autre boutique, que ça s'est bien passé, si vous avez fait, je sais pas, des événements qui ont un petit peu de notoriété, etc. Tout ça, c'est important, vous allez pouvoir le mettre dans votre page à propos. Souvent, les gens ont tendance à penser que ces informations-là, il faut les mettre sur la page d'accueil. C'est pas forcément le lieu, en fait. La page d'accueil, c'est vraiment la page qui va accueillir et vous pouvez proposer justement une redirection pour guider sur la page à propos, puisque les gens ont toujours envie de savoir en fait qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Voilà, c'est un peu la curiosité après, comme sur les réseaux sociaux, en fait, aussi de savoir un petit peu ce qui se passe justement. Là, on est justement dans les coulisses, en fait, avec cette page à propos. Et enfin, la crédibilité, les retours d'avis clients satisfaits, du coup, sont à mettre forcément sur le site et vous pouvez les mettre par exemple en bas de la page à propos. Ils vont venir appuyer tout ce que vous avez dit juste avant et ils vont vous apporter de la crédibilité, justement, de la crédibilité à votre travail. Donc, si on a un sentiment de proximité, si on a une image positive et si on a une mise en valeur de l'expertise, tout ça, ça développe la notoriété. Et ça fait une bonne réputation en ligne. Cette page à propos, on la développe où ? Alors, sur le site web, on va avoir la page d'accueil. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle le header, donc le menu, voilà, merci. Donc, on va avoir la page d'accueil. On va avoir, par exemple, des onglets avec les services ou les produits qui sont vendus. Et puis, on peut avoir un autre petit onglet à propos. Qui suis-je, notre histoire, enfin après... Ah, alors s'il n'y a pas de site web, il n'y a pas d'à propos. Ça peut être intéressant du coup de réserver quelques lignes justement sur la fiche Google My Business. Et puis après, ça va être tout ce qui est justement réseaux sociaux. Dans les stories à la une sur Instagram, on peut faire une petite story à la une qui suis-je ou notre histoire avec des petites vidéos, des petites slides, voilà des... C'est ça. Et puis vous pouvez épingler aussi du coup des publications sur Instagram pour que voilà quand on arrive sur votre page Instagram, la première qui apparaisse ce soit justement une petite histoire sur l'entreprise, etc. pour que les gens puissent aller la voir facilement sans avoir besoin de scroller jusqu'à la fin. Donc après vous pouvez être créatif et imaginer vraiment
comme vous voulez. Et ensuite, donc, pour la dernière slide, alors du coup, c'est dommage parce qu'on voit absolument rien. En fait, une fois que vous avez fait tout ça, c'est jamais terminé. Pour continuer de maintenir votre e-réputation, pour continuer de la développer, vous avez un monde qui s'offre à vous. Donc, vous pouvez développer des articles de fond, justement. Donc, par exemple, des articles sur les pin-up. Vous pouvez faire des études de cas pour voilà, mettre en avant votre expertise. Vous pouvez proposer des foires aux questions aussi au sein d'articles ou même sur des pages de votre site ou de votre Google My Business. Vous pouvez faire du netlinking. Donc là, ça va être tout ce qui est vous intéresser à des sites justement qui sont un petit peu sur le même domaine que vous et voir avec eux comment faire en sorte que leur site pointe vers le vôtre. Donc là, on choisit forcément des sites qui sont super fiables, qui ont plus d'autorité que le vôtre pour que, on va dire, leur puissance, qui donnent un peu de leur puissance sur votre site à vous. Donc ça, c'est très intéressant à faire aussi. On surveille du coup l'EAT, donc ce qu'on disait tout à l'heure, fiabilité, expertise, autorité. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Mise à jour, voilà, c'est ça. Et on fait des mises à jour régulières, que ce soit sur la fiche Google My Business, sur le blog. Google n'aime pas les choses qui donnent l'impression d'être laissées comme ça, sans vie. Donc c'est important d'être régulier, même si c'est juste une fois par mois. Mais régulièrement, voilà, de mettre du contenu neuf, que ce soit des photos, des articles, ou ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci.